Salut les amis et bienvenue dans le garage, c'est votre chef d'atelier, vous voyez, je suis prêt à travailler là, je suis assis, j'ai les écrans là, vous les voyez pas, j'ai les écrans avec les partiels et tout, j'en ai même là à côté où j'ai tous les partiels et tout, pour voir ce que nos chers pilotes de la Gibbs font, puisque je suis le nouveau chef d'atelier de Martin Truex Junior. Ben non, c'était une blague les amis, je suis pas le nouveau chef d'atelier. Il a changé puisque son fidèle chef d'atelier, son crew chief comme on dit, a décidé de stopper. Colburn a pris sa retraite de la NASCAR. Bon, j'espère que ça sera pas définitif, mais je comprends qu'il ait besoin parce que faut voir que les mecs pendant 40 semaines, ils sont pas chez eux quoi. Voire plus. Voire plus. Quand on voit les dernières stats, ils voient pas leur famille, donc 11 mois sur 12, quoi. Sauf s'ils arrivent à la faire suivre avec eux. Voilà. Bon, c'était la reprise de la saison, on est reparti à NASCAR Sprint Cup. Ben ouais, c'est plus la Monster Energy NASCAR Sprint Cup, vu que Monster a fait 2 saisons et est reparti. Par contre, Kurt Busch, vous avez vu, avec son numéro 1 sur sa Chevrolet, a toujours le sponsoring Monster Energy. Ça, par contre, ils l'ont gardé. On a toujours notre Kyle Busch, notre double champion en titre en plus, qui a toujours son célèbre sponsor M&M's. Il y a eu quelques changements et j'essaierai de vous en parler, notamment un qui va nous intéresser pour toute la saison, vu ce qu'on a vu dans cette course du Daytona 500. Qui est que Matt DiBenedetto, qui était dans la Toyota Satellite, est passé, c'est-à-dire dans la 80, il était dans la 95 ou 97 97, je me trompe à chaque fois entre Flash McQueen et DiBenedetto. Il était tellement rapide l'année dernière qu'il y a de quoi se tromper de temps en temps. Voilà, donc, ouais, Matt DiBenedetto est passé sur la 21 de la Wood Brothers. Pour les fans de NASCAR, vous savez que la Wood Brothers est la plus vieille équipe toujours en activité. Et un des frères Wood, malheureusement, nous a quittés l'année dernière. Voilà, donc on espère que ça va, qu'ils vont pouvoir d'une manière ou d'une autre arriver à lui rendre hommage. Et donc c'est le jeune Christian Bell qui a pris le volant de la Toyota. Donc on a 5 Toyota, qui sont quasiment 5 Toyota officiels. On en a les 4 fantastiques de la Joe Gibbs qui sont officiels, et la 5e, celle de Christian Bell, qui est quasiment officielle. Donc on est parti pour le Daytona 500. On est parti dimanche avec toute la pompe de début de saison, parce que c'est la grosse course à l'américaine, vraiment c'est le début de la saison, c'est un monument cette course. Et il y avait même notre cher président, enfin leur cher président, parce que nous on en a un avant qu'il aille sur une course de sport mécanique, on n'est pas prêt. Si vous voyez à qui je fais allusion, il préfère être gérontophile que s'occuper de courses de sport mécanique, où les Français sont brillants. Donc chacun son sport national. Donc les Américains, toute la cérémonie et tout, la course qui s'apprête à partir, Trump qui fait 2 tours de circuit avec sa voiture présidentielle, mais on voit tout de suite que c'est pas trop des voitures pour aller vite. Enfin, ça va vite mais sur ligne droite. Dans les virages, elles sont pas montées sur le banking, les voitures présidentielles. Elles sont restées en bas. Voilà, donc ils font leur célébration, il fait ses 2 tours, il sort, il monte dans la tribune. Pendant ce temps, on rend hommage à un pilote qui va nous quitter cette année. C'est sa dernière saison, après il part à la retraite. Après quand même 7 titres de champion. Bah oui. Jimmy Johnson, avec sa voiture 48. Voilà, c'est sa dernière saison. Donc c'était son dernier Daytona 500. La course part, on fait 20 petits tours et puis on s'arrête. On s'arrête pour cause de pluie.
Alors, comme vous le savez, en NASCAR, quand il pleut sur un ovale, on s'arrête puisque les voitures sont en pneus slick et n'ont pas d'essuie-glace. Ça aurait été sur routier, on aurait continué. Mais sur un ovale, c'est tellement risqué avec l'eau qui se dépose en bas du banking qu'on ne peut pas se permettre de faire rouler les voitures. Donc on s'arrête, il y en a pour... c'est juste un peu d'humidité, c'est une légère brune. Hein. 45 minutes. Hein. On repart, on fait 3 petits tours, on en fait un quatrième et puis on s'arrête. Parce qu'il recommençait et il a vu ce qu'il est tombé dans la soirée. Des trombes d'eau. Donc course, stoppée, reportée, drapeau rouge donc, et reportée au lundi. Et la course du lundi, eh ben si on l'avait eu dimanche, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne seraient pas allés au travail lundi matin, qui ne se seraient pas levés. Parce que ça a été une orgie cette course. Alors, on finit le premier secteur, on finit le deuxième segment, il y a 2-3 embrouilles entre pilotes. Voilà. Toyota qui nous avait fait tout le début de la course, le train de 5 Toyota à la fin. Finalement, début du deuxième segment, ils se sont mis les 5 devant et ils ont verrouillé la course en patron. Ils ont montré qu'ils avaient la meilleure voiture. Ils avaient les meilleures voitures. Les 5 Toyota, elles étaient équivalentes. Et elles avaient même tendance, quand Christian Bell arrivait à bien tenir le drag derrière, c'est-à-dire à bien tenir la speed derrière, ils avaient tendance à prendre un peu d'avance. Surtout s'ils avaient une Chevrolet derrière, parce qu'apparemment la Chevrolet c'est une catastrophe à travailler avec elle. Voilà, donc ils font leur truc. Et au bout d'un petit moment, ben, on finit le segment. Il se finit tranquillement, tout le monde fait ravitaillement et tout. On repart. Et là, les débuts des ennuis ont commencé, puisque comme vous le savez, il y a une célèbre tradition sur nos super speedway adorés. Une tradition qui s'appelle Big One. Et on en a eu droit à un Big One, un Medium One et un Small One dans la course. Comme a dit Adrien Pavio et son collègue qui remplaçait Patéfil, vu que Patéfil était dans l'avion et malheureusement n'ont pas pu nous commenter la course. Ils se sont très bien débrouillés, Adrien Pavio et son collègue, mais ça, je sais pas, ça manquait d'un petit Patéfil, surtout qu'ils étaient en plus en direct. C'était énorme tout ce qu'ils nous avaient préparé avant l'avant-course. L'avant-course qui a duré 1 heure, mais c'était génial. C'était avec eux, mais voilà. C'est là où on voit que la NASCAR, c'est loin d'être comme la Formule 1, mais c'est encore meilleur, puisqu'ils étaient en direct, on les voyait, et on voyait à côté les voitures qui allaient se mettre dans la ligne descente pour le driver start your engine, pour le départ, qui a été très médiocre du président. Hein, je suis désolé, mais un président qui est censé être un fan de sport mécanique, mais qui ne sait pas le faire, qui ne sait pas bien le lancer, ça manquait de charisme. Disons qu'il a le charisme équivalent à sa coiffure. Voilà. C'est ridicule, c'est une moule avariée qu'il a sur le crâne. Je parle pas de sa femme, hein, je parle juste de sa coiffure. Je suis pas du tout misogyne à ce point-là. Hein, parce que sa femme, elle serait dans ma baignoire, j'irais pas coucher dans le lit. Ah non, pardon, j'irais pas dans la baignoire si elle était dans mon lit, je veux dire. Mais non, c'est fait exprès. Voilà. Ah, petite nouvelle, on me dit qu'il y a une nouvelle réglementation qui va faire que maintenant les courses où un segment était plus court que l'utilité que la plage de ravitaillement, c'est-à-dire que quand un segment, premier ou deuxième segment était plus court, faisait moins de tours que le nombre de tours couverts par le plein, et bien à partir de cette année ça change. Bon, à Daytona on n'a pas ce problème-là, on a toujours été obligé de faire un ravitaillement dans le premier et deuxième segment qui sont plus courts. Mais là ça veut dire que sur des courses par exemple, premier et deuxième segment, ben pour qu'il y ait plus de suspense, il y aura le ravitaillement à faire. Donc il y en a qui font le ravitaillement plus tôt, il y en a d'autres qui le feront plus tard, pour justement soit privilégier, on verra différentes stratégies, donc ça amènera du suspense. Donc des attaques, des défenses.
Là, on a eu de la défense. Alors, on a eu un certain Stenhouse qui a perdu sa voiture 47, sa 17, mais qui est maintenant sur la 47. Et ben, je pense qu'il a oublié qu'il était plus sur une Ford, mais qu'il était sur une Chevrolet. Parce qu'il nous a fait des attaques. Logano, souvenez-vous. Enfin, non, vous pouvez pas vous souvenir, mais dans The Clash. Oui, parce qu'au final, je l'ai vu la course. Vu que dimanche soir j'étais tellement déçu, on a regardé, Pat et Phil ont eu la gentillesse, on a rediffusé, ben on l'a regardé. Logano, extrêmement dangereux. Et comme par hasard, c'est lui qui coûte à son coéquipier qui était deuxième, qui allait passer premier, et qui déclenche le Big One en faisant une manœuvre sur Almirola et ce qui déclenche le Big One. Mais un Big One, mais le Big One de chez Big One. Pire, je pense que c'est pas possible. Il s'est déclenché avec Keselowski et Suarez qui étaient sur la ligne extérieure, qui étaient deuxième et troisième voiture. Vous voyez, à peu près, ils étaient en deux lignes. Donc ils étaient à peu près 2 et 4 ou 6. Voilà, à ce niveau-là. Pire, c'est si le Big One il s'était déclenché au niveau du premier. Mais on ne peut pas faire pire comme Big One, parce qu'il s'était déclenché. Il n'y a que les deux premiers qui n'ont pas été touchés. Tous les autres, soit ils ont réchappé parce que c'était très loin, soit ils ont chargé. Et c'est là que ça a été la déconfiture pour Toyota, puisqu'on a eu droit à Truex qui a chargé, Jones qui avait pris un petit coup avant, Truex fini, et derrière on a eu un medium one, où Keselowski il dit non, je suis pour rien. Il a fait surchauffer la voiture de Kyle Busch en la poussant en blinde sur un tour. La voiture de Kyle Busch, bizarrement derrière, elle fonctionnait moins bien. Au lieu de tourner sur 8, elle tournait sur 4 cylindres. Donc il y avait un petit souci. Donc il y a eu un medium one. Medium one. Et donc on s'est retrouvé encore écrémé. Il manquait quelques voitures. Et ensuite, on a eu ce que j'ai appelé le small one, mais qui est un accident qui a entraîné des conséquences après, puisqu'on a eu 2 overtime. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la règle de l'overtime. C'est-à-dire que si on a un drapeau jaune qui tombe avant que le drapeau blanc ait été agité, le drapeau blanc c'est le drapeau du dernier tour, et on stoppe la course et on fait. Je parle par exemple si ça se passe dans le deuxième tour, ou si en tournant sous safety car on arrive, la course est finie, on va quand même les relâcher, on va pas décider de l'arrivée sous drapeau jaune. On les relâche pour 2 tours. C'est ce qu'on appelle la règle de l'overtime. Prolongation. On fait des prolongations, comme au foot, pour ceux qui suivent le foot. Voilà, on leur fait des prolongations. Alors, cette règle de l'overtime, on a 2 tours. On part pour faire le premier tour. S'il y a un accident, s'il y a un drapeau jaune dans le premier tour, on arrête et on fait un autre overtime. C'est indéfini, on peut en faire à volonté. Il n'y a pas de limite. Par contre, s'il y a un drapeau jaune, une fois que le leader a fini son premier tour, attaque le deuxième et dernier tour, donc drapeau blanc agité, s'il y a un drapeau jaune qui sort à ce moment-là, on n'en a rien à faire, on va jusqu'au bout. C'est vraiment du carnage. Et c'est comme ça qu'on a eu une arrivée extrêmement serrée, avec un accident qui est terrifiant, avec des nouvelles pas très réjouissantes, mais quand même qui nous réconfortent un peu sur plusieurs points. Je vous détaillerai les points une fois que je vous aurai expliqué. Donc on est à notre deuxième overtime. Hamlin, qui avait super bien bossé sur le premier, repart en tête, arrive à s'échapper dans le premier tour, enfin arrive à tenir tout le monde dans le premier tour, et au début du deuxième tour, il se fait doubler par Ryan Newman et son coéquipier. Et
Et donc ils font toute la ligne, ils font le virage 2 et 3, 1 et 2 comme ça, ils font la ligne droite opposée. Et là, juste à l'entrée de la ligne droite opposée, à la fin de la ligne droite opposée, Hamlin a réussi à bien se mettre à la spi de la deuxième voiture et il fait un bon même draft pour, même si c'est pas son équipe, mais il travaille avec parce qu'en fait ça lui permet aussi d'aller plus vite. Et donc l'autre, le deuxième, se dit Ryan Newman étant mon coéquipier, je vais le protéger pour je vais le protéger pour que Hamlin ne puisse pas remonter. Donc je vais lui faire un petit bump draft, c'est-à-dire un petit bump pour lui donner de l'élan, pour qu'il soit tranquille, parce qu'il sentait bien que Hamlin allait le doubler. Il le sentait que c'était couru d'avance. Parce qu'on sort du virage 3, virage 3, 4, et donc il le bump. Au même moment, Hamlin est déjà à sa hauteur. Et malheureusement, il y a eu une petite incompréhension, je pense, soit entre les deux pilotes, mais je pense que ça avait plus des spotters qui n'ont pas bien communiqué ce que voulaient faire les pilotes. Et donc, il le bump. Et là, on voit Ryan Newman qui est à l'intérieur, qui se fait bumper par son coéquipier. Hamlin qui arrive là, qui remonte comme une balle. Il a super bien joué le coup, Hamlin. Et on voit Ryan Newman qui fait ça. Hamlin qui passe, mais on ne sait pas par où il est passé. Le trou de souris, il était aussi gros que que le chat d'une aiguille. Hein. Mais il y est passé. Et là, on voit Ryan Newman. Je pense que c'est assez terrifiant. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir. Moi, ça m'a... Même si je suis fan de Joe Gibbs, j'ai fait comme les mecs de Joe Gibbs. J'étais content, parce que Hamlin, le double, c'est la deuxième arrivée la plus serrée de l'histoire, après celle entre Truex et Hamlin, déjà, quand Hamlin avait gagné en 2016, déjà le Daytona 500. Il passe le coéquipier, donc la deuxième Ford, il la passe juste sur la ligne pour 12 millièmes. Photo finish, bon, ça fait ça, 12 millièmes à 300 km/h. Mais pour ça. Donc ça veut dire que Ryan Newman part en spin à 300 km/h quand même. Il se prend le mur comme ça, de face, tout en glissant. Et là, malgré les flaps, sa voiture se retourne, s'envole, décolle de 1,50 m, 2 mètres, et elle retombe sur la voiture de Matt Di Benedetto, non, de Corey Lajoie, qui, je sais plus, excusez-moi, je me trompe de nom de pilote. Elle retombe sur une autre voiture qui ne peut rien faire pour l'éviter à cette vitesse-là. J'ai entendu des gens et j'ai vu des commentaires dire il aurait pu l'éviter. Allez-y à 300 km/h et évitez une voiture qui vous retombe dessus. Allez-y. On verra après. Et malheureusement, il le prend. La voiture, elle est à l'envers. Il le prend côté pilote. Et elle lui passe par-dessus. Elle finit. Il faut voir que Ryan Newman va finir quand même la course, malgré cet accident, classé 7ème. Il est 7ème de la course au final quand même. Hein. Il était parti pour la gagner, hein, normalement. Voilà, donc la voiture à l'envers, des étincelles et tout, un petit peu de feu à l'arrière et du liquide qui coulait. On s'est inquiété, mais l'inquiétude, sur le coup, on a tous eu, je pense, le même sentiment. On s'est dit, mais que font les secours? Les secours ont mis 10 secondes pour arriver. En revoyant le replay, entre le moment où la voiture est stoppée et le moment où les secours arrivent, ils ont mis 10 secondes. Mais ça a été 10 secondes où on s'est tous inquiétés. Parce qu'il ne faut pas oublier, Ryan Newman, c'est un pilote pour qui tout le monde a un peu d'affection. C'est pas notre pilote favori, mais on s'est tous inquiétés pour lui. Et quand on voit la tronche que tout le monde a eue, on commence par Hamlin, qui a vu la voiture juste lui passer comme ça devant. Il n'a quasiment pas célébré sa victoire. Il l'a juste fait un peu pour les sponsors. On ne peut pas lui reprocher ça. Il n'y a rien à lui reprocher. Parce que le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il s'est inquiété tout de suite pour Ryan Newman. Ils se sont tous inquiétés.
on les a tous vus, à commencer par son coéquipier, le coéquipier de Ryan Newman, qui tirait une tronche, le pauvre, il finit deuxième. Mais le seul truc qui l'importait, c'était comment allait son ami et son coéquipier. Tout le monde s'est inquiété. On a appris depuis que il a été transporté, il est toujours à l'hôpital d'Halifax. On a appris qu'il parle au médecin, qu'il parle à sa famille, que ses amis sont allés le voir. On espère que ça ira mieux pour la prochaine course, même si je doute fortement qu'on le revoie dès ce week-end à Las Vegas. Mais voilà, en espérant qu'il se porte bien. Si quelqu'un fait partie du fan club de Ryan Newman dans ceux qui regardent cette vidéo, transmettez-lui toute notre compassion à lui et à sa famille, tous nos encouragements, pour qu'il revienne le plus vite possible. Parce qu'on a dit que c'était un vétéran. Oui, c'est un vétéran d'expérience, mais à 42 ans, en NASCAR, il fait quand même partie encore des pilotes qui peuvent rouler quelques années, quoi. Surtout quand on voit ce qu'il est capable de nous montrer, quoi. Ça nous ferait plaisir de le revoir encore, de le revoir déjà cette année, et de le voir encore 2-3 ans. Voilà sur le résultat, donc qui a été assez triste. Sur ce les amis, pour finir de débriefer la course, on va dire que Hamlin rentre un peu plus dans la légende, même si je pense qu'il aurait préféré rentrer autrement, puisqu'il fait partie du cercle très fermé des pilotes qui ont gagné 2 fois d'affilée le Daytona 500, puisqu'il l'a gagné l'année dernière, il l'a gagné cette année. Ça fait 2 ans quand même qu'il le gagne dans des circonstances un peu particulières, puisque l'année dernière, je vous rappelle, qu'il l'a quand même bien célébré, bien attribué à son ami et patron qu'il avait fait rentrer dans la Joe Gibbs, qui s'appelait J.D. Gibbs, le fils de Joe Gibbs, qui nous a malheureusement quittés l'année d'avant, enfin à la fin de l'année précédente. Et là, il y a l'accident qui se passe, ce gros accident. Voilà. Donc c'était assez triste. Et il rentre aussi dans le cercle très fermé de ceux qui ont gagné 3 fois quand même. Parce que 2016, 2019, 2020. Et il commence à se faire un sacré palmarès. Au final, des 4 fantastiques de l'année dernière, c'est le seul qui n'a pas été champion. Et je sais pas. Je mettrais bien une petite pièce sur lui en fin de saison pour aller nous chercher le titre enfin. Qui mérite largement. Hein. En plus, c'est un mec qui est d'une gentillesse, qui a l'air d'être très gentil et adorable. C'est un très bon pilote. Voilà. Sur ce, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer Las Vegas. On sera à Sin City et tous les jeux sont permis. Allez, portez-vous bien. N'oubliez pas d'aimer le sport, même si ce n'est que du sport. Et surtout d'aimer la NASCAR. À la prochaine.